Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, bienvenue dans cette école alsacienne qui nous accueille pour la fin de notre 9e saison et dans laquelle nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange, avec Nicolas Bavrez, je respecte pas l'ordre alphabétique, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, avec Antoine Fouché, président de la Société de Conseil Quintet et essayiste également, avec Lucille Schmitt, non moins essayiste et présidente de la Fabrique de l'écologie. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Le plan Piketty pour un monde plus juste ». Il est ainsi chapeauté. Entouré d'une large équipe d'économistes, Thomas Piketty publie le 4 juin, donc a publié le 4 juin, un rapport sur la justice mondiale, une ambitieuse feuille de route visant à réduire à zéro les inégalités mondiales à l'horizon 2100, sans pour autant exploser les limites planétaires ou baisser le niveau de vie en Occident. Un plan radical qui passe par une reconfiguration profonde de nos économies et dont l'auteur du Capital au XXIe siècle nous expose les ressorts en exclusivité dans un entretien fleuve, graphiques et données à l'appui. Un monde plus juste passera par une forte réduction du temps de travail, une sobriété choisie dans nos modes de consommation et de production, une égalité de genre réelle et un investissement plus important dans l'éducation et la santé, financé par l'imposition des très hauts patrimoines. Fin de citation. Mercredi, nous mettrons en ligne l'enregistrement des échanges que nous allons avoir tout à l'heure avec le public. En ce qui concerne les enregistrements publics de nos conversations, donc, vous savez que dans le conflit qui l'oppose au conseil d'administration de l'école, Pierre de Panafieux a d'abord été licencié, puis ensuite réintégré sur décision de justice au motif que sa liberté d'expression n'avait pas été respectée. Les rapports ne peuvent être dans ces circonstances que tendus. Ça se traduit par le fait que récemment, le Conseil a pris la décision de n'accepter des manifestations comme la nôtre à l'intérieur de l'école de ne pas laisser au directeur seul le soin d'accepter des manifestations comme la nôtre et que ces manifestations soient soumises au Conseil. C'est donc ce qui va se passer. Nous verrons ce qu'il en est. Vous imaginez que dans ce genre de situation, les atmosphères sont tendues, les menaces... J'en ai reçu personnellement. Les menaces ne sont pas rares et que on peut espérer que la raison prévale. Toutes nos émissions... j'oublie une chose importante. Nous avons passé, pas plus tard que jeudi dernier, un accord avec Sciences Po Paris pour enregistrer régulièrement des émissions thématique à Sciences Po. C'est-à-dire que le dispositif idéal serait enregistrement une fois par mois à l'école alsacienne de nos émissions d'analyse politique nationale et internationale, et à Sciences Po, sans doute une fois par trimestre, plutôt, enregistrement d'une thématique comme celle sur le tourisme et l'hypertourisme que je vous recommande, que nous avons enregistré la semaine dernière, ou bien celle sur les évangéliques, que je crois vous vous recommandez les uns aux autres, ou en tout cas vous à vos amis, que nous avons enregistré à la fin du mois de mai. Donc voilà les perspectives. Je vous tiendrai au courant, bien entendu, de celles qui se confirment. Vous savez que toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, un compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Et je vous rappelle que, quelles que soient les circonstances des enregistrements publics, nous ne tenons que grâce à vos dons qui sont défiscalisés à hauteur de 66%. Passons maintenant au premier des deux sujets que nous avons retenus, celui de Choose France ou Lose France. La 9e édition du Salon de Choose France, sorte de sommet économique qui doit mettre en lumière la capacité du pays d'attirer des projets internationaux, a attiré plus de 200 patrons et investisseurs étrangers au château de Versailles.
Cette année, l'événement a permis d'annoncer 93 milliards d'euros d'investissement, soit plus que les 8 éditions précédentes réunies, au travers de 71 projets représentant quelques 15 000 emplois. Le géant japonais des investissements dans la tech a promis d'investir jusqu'à 75 milliards d'euros en France, dont 45 milliards pour la construction de 3 centres de données dans les Hauts-de-France d'ici à 2031. La disponibilité d'une électricité abondante, stable et décarbonée grâce au parc de centrales nucléaires d'EDF a convaincu SoftBank, ce géant japonais, de choisir l'Hexagone. La procédure accélérée dite Fast Track, lancée en mai 2025 par RTE, l'opérateur du réseau de transport d'électricité, a également joué son rôle. Elle a permis d'identifier 8 sites adaptés au centre de données de plus de 100 MW, raccordables au réseau plus rapidement qu'avec une procédure classique. Autre mesure pour attirer davantage de centres de données, la loi de simplification de la vie économique du 27 mai 2026, qui permet de bénéficier de la qualité de projet d'intérêt national majeur, qui emporte plusieurs avantages comme la priorisation du raccordement au réseau d'électricité et la simplification des consultations du public. En revanche, la loi prévoit que le permis de construire pourra être refusé en cas de tension structurelle sur la ressource en eau, élément dont les centres de données sont extrêmement gourmands. Une attention particulière a aussi été accordée avec succès aux établissements financiers à la recherche d'une terre d'asile dans l'Union européenne après le Brexit. Chaque année depuis 2019, le baromètre Ernst & Young, désormais appelé EY ou EY, place la France en tête du classement des pays européens les plus attractifs. Toutefois, certains entrepreneurs français ont fini par se lasser de Choose France et souhaiteraient que l'attention accordée avec constance aux groupes étrangers susceptibles d'investir chez nous soit la même pour eux. En novembre dernier, l'Élysée a organisé le premier Choose France édition France ou édition France, pour mettre à l'honneur les entreprises tricolores qui, elles aussi, choisissent d'investir en France. Elles ont eu droit de se réunir à la Maison de la Chimie. Sur ce sujet, Nicolas Bavrez. Vous l'avez rappelé, ce sommet est incontestablement un succès, un record avec les 93 milliards d'euros d'investissements qui ont été annoncés. Et ces investissements sont centrés autour de l'IA avec les 75 milliards de SoftBank qui sont des investissements dans les data centers. Donc, c'est évidemment positif puisque la France a un retard certain en matière de capacité de calcul, y compris vis-à-vis de l'Allemagne et du Royaume-Uni, alors que nous avons des cerveaux qui font le bonheur de la Silicon Valley en matière de développement de l'IA. Et c'est aussi un succès pour le président de la République. On peut dire que ce sommet, c'est sans doute le seul point de sa politique économique qui est une vraie réussite et qui s'inscrit sous le sceau de la continuité depuis le premier sommet en 2018. Mais, j'allais dire, pour cette raison même, il y a des limites et ce succès, il est partiel et il est fragile. D'abord, on constate que on a toujours des écarts importants entre les annonces et les réalisations. Par exemple, sur les exercices précédents, il y avait eu les plus grosses annonces sur les batteries ou sur les semi-conducteurs n'ont pas été suivies d'effets. Et on a aussi des écarts très importants entre le nombre de créations d'emplois annoncées et puis les réalisations. L'autre chose importante qui a été rappelée, c'est que, évidemment, la France, comme l'Europe, on va en reparler, ne peuvent pas rater la révolution de l'IA parce que on a manqué toutes les révolutions technologiques depuis le début du XXIe siècle. Mais il faut faire attention à deux choses, la dépendance vis-à-vis des États-Unis et puis l'effet environnemental, puisque ce sont des équipements qui sont extrêmement voraces en électricité, en eau et en espace. Mais maintenant, ce sur quoi je voudrais insister, c'est effectivement sur le caractère un peu bancal et schizophrène de la politique économique qui est conduite. D'abord, sur l'attractivité, le vrai juge de paix, c'est la balance des paiements.
il faut évidemment regarder ce qui rentre et il faut regarder ce qui sort. Et les dernières statistiques datent donc de juin 2025 sur 12 mois. Ce qui est intéressant, c'est que l'attractivité de la France est confirmée puisqu'on a une balance positive des entrées nettes d'investissement de 30 milliards en net, mais on a des investissements de portefeuille, des sorties nettes de 137 milliards. Et on voit donc bien que quand on regarde entrée et sortie, en réalité, la France est confrontée aujourd'hui à une sortie massive de capitaux. Et cette sortie massive de capitaux, elle s'inscrit sur fond d'une attractivité qui est certes peut-être meilleure que celle de ses voisins, mais qui est en train de s'affaiblir énormément, notamment depuis la dissolution de 2024, autour de trois grands facteurs. Le premier, c'est l'instabilité politique. Le second, c'est la perte de contrôle de l'ordre public. La sécurité publique, c'est fondamental pour les entreprises. Et puis, le troisième élément, c'est la dégradation accélérée de l'économie française, entrée en récession depuis le début de 2026, un chômage qui va aller vers les 9% de la population active, une inflation qui va remonter autour de 3%, et surtout une instabilité financière maintenant extrêmement dangereuse, avec un déficit qui va retourner vers 5,5 ou 5,6% en 2026 et une dette publique qui va tourner autour de 120% du PIB, avec un risque élevé de choc financier. Et ça montre bien finalement cette tension qu'on a entre une politique qui déroule le tapis rouge et qui offre la galerie des glaces et la galerie des batailles aux patrons étrangers pour banqueter, et qui, à l'inverse, est une politique d'euthanasie des entreprises françaises. Je rappelle que les hausses d'impôts sur des entreprises qui étaient déjà en grande difficulté, c'est 23 milliards en 2025, c'est 21 milliards en 2026, qu'on a par ailleurs encore des prélèvements, 2 milliards de charges sociales en plus de la hausse du SMIC en juin prochain, et un carcan réglementaire absolument insupportable. Donc tout ça, ça donne quand même des conséquences réelles, avec un record de faillites aujourd'hui dans l'économie française, et des faillites qui touchent non seulement des petites entreprises, mais des grosses PME, voire dans des secteurs entiers comme le textile, le commerce, des chaînes avec des milliers de suppressions d'emplois et beaucoup de plans sociaux. Et grosso modo, aujourd'hui, on redétruit massivement des emplois dans tous les secteurs de l'économie française. C'est pour ça qu'on voit bien que cette politique est fondée, mais qu'elle devrait s'inscrire dans une vraie réorientation du modèle économique français vers la production, le travail, l'investissement et l'innovation. Antoine Fouché. Oui, merci Philippe. Dans le prolongement de ce que vient de dire Nicolas, je voudrais poser une question. Qu'est-ce que représente Choose France en fait dans les 10 ans d'Emmanuel Macron, du gouvernement, des deux quinquennats d'Emmanuel Macron? Et pour ça, je pense qu'il faut comparer le premier et le dernier. Quand on regarde le premier, 2018, c'est Versailles, c'est juste avant Davos. Et donc c'est très malin, ça permet d'attirer l'attention du business mondial sur la France. C'est un an après avoir fait des réformes qui étaient réputées impossibles à l'époque, les ordonnances travail, la baisse de l'IS, le doublement des classes dans le primaire. Et donc c'est vraiment, me semble-t-il au début, le Choose France, ça marche parce que c'est vrai, et c'est l'incarnation du changement de regard du business mondial sur la France. Moi je me souviens à l'époque que j'accompagnais la ministre du Travail en tant que directeur de cabinet à Versailles, et on n'arrêtait pas de croiser des Américains qui nous disaient great job, you did a great job, congratulations, France is back, blablabla. Et en fait, je pense qu'il, alors c'est peut-être fait avoir, hein, mais je pense qu'il le pensait vraiment, et il y avait le sentiment que la France, après avoir été à la traîne, était en train de revenir sur la scène mondiale et allait à nouveau devenir un leader économique et politique de l'Europe. Quasiment 10 ans après, le bilan est assez cruel, parce que le contraste entre l'espoir levé et la réalité, je pense pas qu'il pouvait être plus grand.
quand on regarde sur les 10 ans, est-ce qu'on a fait la réindustrialisation ? En fait, non. Quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, on a à peu près 100 000 emplois de plus dans l'industrie au bout de 10 ans, ce qui fait un peu moins en plus on en a détruit l'année dernière, ce qui fait un peu moins de 10 000 par an créés. Alors c'est vrai qu'on a stoppé la désindustrialisation. Ça, c'est vrai. Pendant 40 ans, il y avait chaque quinquennat des emplois industriels en moins. Là, c'est la première fois qu'il y a un quinquennat deux quinquennats même, sans emplois industriels en moins. Donc, la désindustrialisation a été stoppée. Enfin, on peut pas dire non plus qu'on a commencé à réindustrialiser le pays, parce qu'à ce rythme-là, quand vous regardez là aussi les chiffres de l'INSEE, pour revenir au nombre d'emplois dans l'industrie qu'il y avait sous Lionel Jospin, à ce rythme-là, en 2070, on n'y est pas encore. L'attractivité de la France par rapport au reste du monde, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est vrai que on a maintenant un taux d'impôt sur les sociétés en dessous de la moyenne européenne, ce qui est d'ailleurs largement critiqué par les oppositions, hein. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, l'attractivité fiscale, en tout cas, a progressé sur 10 ans. Mais il y a toujours une focalisation très française, héritée des 50 dernières années, sur la consommation et contre la production. C'est-à-dire que quand au-delà du paquet fiscal, quand on regarde où est-ce que la France se distingue, elle est à peu près en dessous de la moyenne sur l'européenne sur l'IS, mais sur les impôts de production, c'est-à-dire les impôts qui pèsent le plus sur l'industrie manufacturière, on est les pires d'Europe. On a toujours les pires impôts de production de l'Europe. Et à l'inverse, quand on prend les impôts qui pèsent sur la consommation, c'est-à-dire la TVA, on a le 3e plus faible taux de TVA d'Europe. Donc on est toujours une économie de consommation et pas de production, toujours un pays de consommateurs et pas un pays de producteurs, et ça 10 ans après, et ça s'incarne dans la fiscalité, et ça le président de la République, malgré 10 ans et plusieurs gouvernements, n'a rien changé à ça. Et quand on regarde en fait là aussi, quand on ouvre le capot de la première destination d'investissement de France, d'Europe, qu'est-ce qu'on voit ? Ils vont où les investissements ? Ils créent quel type d'emploi ? 50% des jobs sont créés dans 5% des projets, essentiellement la logistique. C'est-à-dire des jobs mal rémunérés, peu qualifiés, et des jobs, en fait, la logistique, c'est quoi ? C'est des plateformes qui servent la consommation. Et donc, en fait, même dans ce qui va bien, quand on ouvre le capot, c'est le prolongement de notre tendance d'économie de consommation, c'est-à-dire qui structurellement, d'un pays qui ne peut plus, d'un travail qui ne paye plus. Et puis peut-être juste un dernier point. Là aussi, derrière la communication sur les chiffres, quand on fait la somme et qu'on regarde un peu le baromètre EY, il y a à peine 30 000 emplois derrière tous les investissements qui sont prévus. Il y a à peine 30 000 emplois qui sont prévus qui accompagnent ces investissements-là. 30 000 emplois, c'est 0,1% des emplois en France. Et donc en fait, moi, je terminerai par là, je trouve que le Choose France, ça incarne vraiment, et ça me fait mal au cœur de le dire, mais ça incarne vraiment le contraste entre l'espoir que Macron, l'énergie qu'il avait soulevée dans le pays, l'espoir qu'il avait fait naître, par un discours de vérité et par une énergie de réforme qu'on n'avait pas vue dans le pays depuis plusieurs années, si ce n'est plusieurs décennies, et 10 ans après, ça se termine en communication arrogante et mensongère, parce que dire que la France est devenue très attractive, quand les emplois qu'on attire, c'est des emplois de logistique, quand on a toujours la fiscalité la plus anti-industrielle d'Europe, et que le pays est passé en niveau de vie en dessous de la moyenne européenne, sous les deux quinquennats, je pense que c'est pas excessif de dire que quand on considère que la France est attractive, on ment. Lucile Schmitt. Je vais essayer de réagir à ce qu'a dit Antoine. À la fois, je suis d'accord avec le diagnostic général. Je pense aussi que la difficulté, elle n'est pas propre à Emmanuel Macron. C'est que de manière générale, ceux qui parlent politique, ceux qui ont un discours politique, ne redescendent pas ensuite dans la réalité. Et c'est vraiment pas propre à Emmanuel Macron. On peut penser que dans les élections présidentielles et législatives qui viennent, dans la campagne, la question de l'industrie, de l'intelligence artificielle va être un sujet central. Mais on sait déjà que les discours apparaîtront fortement déconnectés, très souvent, de la réalité économique, de celle de la réalité sociale, de ce que vivent les salariés et aussi de ce que comprennent les citoyens de ces enjeux. Donc ça, c'est un point essentiel.
Emmanuel Macron a incarné une forme de mouvement sur la question industrielle et la question économique. Il a voulu redonner une forme d'ampleur à l'ouverture de la France par rapport au monde. Moi, je lui fais crédit de ça et je trouve que cette dernière édition de Choose France a montré une capacité à attirer les patrons venus du monde entier, qui est quelque chose qui ne peut pas être... qui ne peut pas simplement être considéré comme négatif. La deuxième chose qui me semble importante à dire, c'est que donc l'industrie, l'intelligence artificielle, la question c'est comment ça redescend dans les territoires et comment ça redescend, tu l'as dit Antoine, en termes de réalité sociale, de qualité des emplois et de niveau des salaires. Et ça, on voit bien qu'entre ce grand événement, cette espèce de grand-messe à Versailles, qui marque en plus à un moment où explosent les inégalités, une sorte de... je ne sais pas si c'est de l'arrogance, mais il y a une forme de vanité incroyable et ça peut être pris comme quelque chose qui pourrait éventuellement renforcer le vote du Rassemblement national. Regardez les eux et regardez les nous, puisque même les patrons français ont dit nous on est maltraités à Choose France. Je trouvais ça quand même un truc assez intéressant et que du coup on leur a fait un petit salon de second rang. Donc il y a là-dedans quelque chose d'assez méprisant. Mais le sujet essentiel, c'est au fond comment est-ce qu'on peut faire interagir des mondes qui aujourd'hui apparaissent déconnectés et parallèles. On parle de réindustrialisation. Comme ça a été dit à la fois par Nicolas et Antoine, au fond, c'est essentiellement autour du secteur des services et de la logistique que les choses se jouent. Donc ce n'est pas de la réindustrialisation. Et d'ailleurs, l'industrie française continue à représenter à peu près 11% de notre PIB. Ça n'a pas bougé d'un iota depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. On dit ensuite qu'on choose France. On sait que, par exemple, sur les centres de données qui ont été mis au centre pour la dernière édition, à la fois l'Allemagne et le Royaume-Uni sont en fait beaucoup plus en avance que la France sur l'implantation. Donc on n'est pas aujourd'hui dominant sur ce sujet, mais on y reviendra. Est-ce que d'ailleurs il faut vraiment accueillir tous les centres de données du monde ? On avait parlé, c'était comme si c'était il y a un siècle, d'industrie verte. Et là on voit bien qu'il y a une chose qui ne se joue pas là-dessus, c'est-à-dire que l'industrie verte, au fond, elle est régulièrement invoquée comme une sorte de codicille lorsqu'il s'agit de dire « Ah, il faut que ce soit décarboné et éventuellement que la biodiversité soit préservée ». Donc on n'arrive pas à faire interconnecter ce qui peut relever du sujet du dérèglement climatique qu'on vient de vivre avec une canicule extraordinaire et ce qui relève, au fond, de l'innovation technologique. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire comment voulez-vous vous y reconnaître dans un moment où, en fait, ces mondes parallèles vous donnent le sentiment que la réalité est partagée entre le fait d'être dans le chômage, d'avoir un salaire qui n'est pas suffisamment élevé dans une France où les inégalités croissent, et par ailleurs le sentiment qu'il faut être dans la course à l'innovation technologique parce que sinon on ne sait pas où est-ce qu'on va. Comment fait-on par rapport à ces mondes parallèles ? Et puis, rappeler une chose, c'est que certes, 95% des projets ont été réalisés d'après l'Élysée, mais c'est que sur des grands projets, qui étaient des projets très emblématiques, ça a été rappelé, les gigafactories de batteries pour les voitures électriques aujourd'hui marquent le pas. Elles sont en voie de réalisation, mais elles ont pris 3 à 4 ans de retard. Ça fait penser à l'EPR de Flamanville, qui a pris à peu près 15 ans de retard. Il faut rappeler que le projet carbone, qui était un projet essentiel lorsqu'il s'agissait de produire des panneaux photovoltaïques et qui avait été mis à l'honneur dans les 3 précédentes éditions de Choose France, vient de se déclarer en faillite. Donc on est dans une situation où, au fond, le sujet, c'est qu'est-ce que c'est que cette industrie de l'avenir, si ce n'est du service et, comme tu l'as rappelé, de la logistique. Et enfin, peut-être rappeler que Emmanuel Macron a promis une méthode Notre-Dame sur 150 projets industriels. Au fond, ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron, c'est qu'il dit bien les choses, mais lorsqu'il s'agit de passer réellement aux actes, il est confronté au fait qu'il n'y a pas un seul titan qui puisse réaliser les choses. Il s'agit d'activer un jeu d'acteurs, de faire avec les territoires, de faire avec les entrepreneurs, de faire avec les financiers et de faire aussi avec les citoyens quand des élections essentielles sont devant nous. Comment fait-on pour faire en sorte que la société française y comprenne quelque chose à Choose France? Louis Bourlange. Oui, moi je suis très très perdu devant un sujet pareil parce que je vois d'ailleurs que mes camarades parlent d'autre chose que de l'opération elle-même. Faire venir en grande pompe des entreprises et essayer de leur faire investir en France, c'est un projet légitime, mais ce que disent mes camarades, ils ont tout à fait raison, que le problème fondamental, c'est l'environnement économique, social, éducatif dans lequel ce projet s'insère. Et là, évidemment, Choose France n'a rien à dire. Quand j'écoute Nicolas, qui explique que c'est quand même mettre en grand prestige une opération sur un fond d'agonie, j'ai l'impression que, selon lui, l'opération Choose France est une version économique de mourir dans la dignité.
Quand j'écoute Antoine, je me dis quand même c'était mieux avant. Quand j'étais aux affaires, on faisait quelque chose. Maintenant, on fait plus grand chose. C'est vraiment beaucoup moins bien. Ce en quoi je crois qu'il a raison. C'est-à-dire, il a joué avec Madame Pénicaud. Ce que vous avez fait était formidable. Et quand j'entends Lucie, je me dis voilà, il y a un effort, mais comme toujours, ça ne marche pas, ça ne décolle pas. Alors moi, ce sujet, il y a un avantage pour moi, c'est qu'il va me permettre de tenir pour la première fois de ma vie un engagement que je n'ai jamais pris, qui est celui d'être bref. Et en disant que, en réalité, cette opération, c'est la mise en œuvre, la mise en scène spectaculaire d'une ambition légitime avec des résultats incertains. Je ne développerai pas chacun de ces points, ils ont été développés par mes camarades, mais vous reconnaîtrez à ces 3 caractéristiques la marque fondamentale de la Macronie. Bref, mais dense. Nicolas Bavrez. D'abord, c'est un moment historique dans la classe politique française, puisque c'est la première fois que Jean-Louis tient un engagement qu'il prend. Normalement, quand il annonce... Que je n'ai pas pris, hein, non, mais c'est pas vrai. Quand il annonce qu'il va être bref, c'est là qu'il faut vraiment s'inquiéter. Et il l'a tenu. Non, deux remarques brèves. La première, c'est sur ce que c'est que l'entreprise, parce que on s'écharpe beaucoup sur les dividendes, le capital, les actionnaires, les salariés. En réalité, d'abord en France, ces débats sont assez surréalistes parce que en France, la part qui est réservée aux salariés est une part qui est largement dominante. C'est plus de 67% de la valeur ajoutée, et contrairement à beaucoup de pays développés, c'est stable depuis les années 70, voire ça progresse un peu. Donc, l'acteur qui prélève et qui a monté le plus dans le partage de la valeur ajoutée, c'est évidemment l'État et pas du tout le capital. Mais surtout derrière, et c'est ça qui est regrettable, c'est que une des grandeurs du droit français, c'est que l'entreprise, elle a une personnalité propre qui est reconnue et elle a son intérêt social distinct des parties prenantes. Et ce qui est regrettable, c'est que finalement, c'est l'entreprise qui est vitale pour essayer de redresser économiquement la France, et que le discours politique ignore complètement l'entreprise. On ne s'occupe, comme on l'a dit, que du consommateur, à la rigueur des salariés. Les actionnaires sont des démons, mais personne ne s'occupe de l'entreprise. Or, c'est autour d'elle qu'on pourrait essayer de construire le renouveau de l'économie française. Et la deuxième chose, pour prolonger ce qui a été dit par Lucille Schmitt très bien, c'est que moi j'ai un vrai problème avec la méthode Notre-Dame, qui ressemble d'ailleurs exactement à Choose France. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on va construire des objets de communication très localisés, et qu'à partir de ça, on va faire un levier pour, même pas un levier, mais des espèces de poches dans un système complètement improductif. On va aménager des poches de survie pour des entreprises ou pour des opérations. Mais ce qui est invraisemblable, c'est que qu'est-ce qu'a montré l'opération Notre-Dame? C'est que ce qu'on sait, et d'ailleurs ça s'applique pour les data centers, un data center en France, il vous faut entre 6 et 8 ans. Aux États-Unis, il faut 2 ans. Ailleurs en Europe, il faut entre 2 et 4 ans. Pourquoi effectivement, si on appliquait la loi, il n'était pas possible de reconstruire Notre-Dame. Pourquoi ? Parce que les réglementations en matière d'environnement, de construction, de droit du travail sont telles qu'il n'était pas possible de conduire ce chantier. Donc, on a fait une espèce de bulle. On est en train de faire la même chose sur, par exemple, la reconstruction de Mayotte, sur lequel on dit on n'appliquera plus les marchés publics ni quoi que ce soit. Et ça me choque vraiment. Pourquoi est-ce que l'État est le seul à pouvoir décider d'avoir un environnement de travail normal dans ce pays? Pourquoi c'est refusé aux citoyens? Pourquoi c'est refusé aux entreprises? Et pourquoi on ne travaille pas à ce qui est le fond, c'est-à-dire lever le carcan fiscal et social qui fait qu'on a ruiné notre agriculture, notre industrie, les services financiers, l'immobilier et le tourisme? Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais revenir sur ce qu'on appelle l'industrie.
et rappeler qu'aujourd'hui, un des grands sujets de préoccupation, c'est l'avenir de l'industrie automobile en France et en Europe. Et on voit bien que dans la situation actuelle, on est dans une telle course en avant d'une certaine manière pour dire qu'on construit l'avenir, que l'on oublie construire l'avenir, c'est aussi regarder quels sont les atouts, quelle est l'histoire économique et industrielle de notre pays. Et au moment où on va vivre donc des élections à haut risque, cette question de comment l'histoire pèse dans les consciences, comment est-ce qu'elle peut aussi conduire à des comportements électoraux de réaction, ça c'est un point essentiel. Et du coup, il me semble que cette année, il est essentiel de réussir à la fois à se donner un avenir économique en pensant l'industrie et l'économie de demain, mais tout en donnant une place à ce qui peuvent être considérés comme des atouts. Et ce qui me frappe, c'est qu'on n'arrête pas de dire que la France a 2 ou 3 atouts. Alors elle a une énergie décarbonée, elle a des très bons ingénieurs, elle a un territoire assez vaste, et puis elle a donc toutes les limites qui ont été rappelées par Nicolas, qui en même temps permettent quand même à la société française d'être une société où l'on vit relativement bien, et la question environnementale ne peut être laissée de côté. Donc comment est-ce qu'on fait pour à la fois considérer que ce que certains présentent comme des atouts et d'autres dire vivre bien ensemble, et d'autres comme des inconvénients économiques, comment est-ce que tout cela peut faire en sorte d'être considéré comme un projet de société qui tient, opposer l'économique et le social, je suis pas sûr que ce soit très bon sur le plan politique, et oublier qu'on a des industries qui ont été très fortes et qui ont permis à des ingénieurs très costauds, si je puis dire, de faire leur place dans le monde, c'est aussi un point essentiel. Les gens ne sont pas des pions. Comment est-ce qu'on fait pour aboutir à un raisonnement qui soit un peu plus concret et qui donne pas le sentiment simplement d'être à la fois stratosphérique, macroéconomique et abstrait? Antoine Fouché. Oui. Il y a un point que j'avais pas prévu d'aborder, mais bon, je vais l'aborder parce que c'est vrai que la discussion y conduit. Il y a quelque chose, je trouve, qui m'exaspère, voire me met en colère en fait dans la communication du gouvernement, c'est que c'est la qualification de défaitiste de toute critique de la communication sur Choose France. Et alors là, j'avoue que j'ai du mal à pas sortir de mes gonds quand j'entends ça, parce que le défaitisme, quand même, dans notre histoire, ça renvoie à quelque chose de très précis. Le 17 juin 40, c'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat. Mais enfin, depuis maintenant 6 ans, qui a arrêté de faire des réformes et des transformations pour que la France aille mieux ? Qui considère que les Français ne sont pas prêts à faire les efforts qu'il faut pour redresser le pays, pour que on puisse retrouver notre liberté, notre indépendance avec l'Europe et dans l'Europe. Et donc, il y a quelque chose, je trouve, d'indécent, en fait, à considérer que tout discours qui essaye d'être lucide sur l'état réel du pays, comme quelque chose de le qualifier de défaitiste. Me semble-t-il, c'est un des signes supplémentaires de la profondeur du déni dans lequel toute une partie du gouvernement et de l'entourage du président de la République s'est enfermée, en ne se rendant pas compte que ce qui creuse en fait la méfiance entre, ce que disait un peu Lucille tout à l'heure, entre les élites et le peuple, comme on dit, c'est d'une part les élites qui ne vous inquiétez pas, tout va bien, même s'il va falloir quand même faire des efforts, et la population qui vit, je ne sais pas si on vit si bien que ça en France, Lucille, qui vit quand même le fait que en moyenne maintenant un Français, il a un niveau de vie en dessous du niveau de vie européen. Voilà. Et donc, je crois que le défaitisme, il est du côté de ceux qui considèrent que les Français ne sont pas prêts à faire les efforts historiques qu'il faut faire pour que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Ça, je pense qu'il est là le défaitisme, et il n'est pas dans le fait de dire la vérité sur l'état économique et social grave de notre pays. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions au deuxième sujet que nous avons retenu, celui de savoir si l'Europe peut, en matière d'intelligence artificielle, ne plus dépendre des États-Unis.
La Commission européenne a dévoilé mercredi un grand plan pour la souveraineté technologique au risque de déclencher un nouveau bras de fer avec les États-Unis. Et pour son projet de reconquérir sa place dans la course mondiale à la puissance géoéconomique, l'Union s'inquiète tout particulièrement de sa dépendance aux géants américains des services informatiques à distance ou cloud. Amazon, Microsoft et Google contrôlent 70% du marché européen. Or, les services numériques reposant sur des fournisseurs américains, notamment dans la défense, mais aussi la santé, pourraient être désactivés via un mécanisme d'arrêt d'urgence en cas de crise ouverte avec l'administration Trump. Le plan présenté par la Commission concentre les investissements sur les maillons jugés critiques, la production de semi-conducteurs, le développement de capacités européennes en intelligence artificielle, le stockage et le traitement des données, ainsi que la sécurisation des infrastructures numériques. Les entreprises de l'intelligence artificielle et du cloud pourraient être tenues de fournir des garanties pour décrocher des contrats publics. Pour renforcer la sécurité des données européennes dans certains secteurs critiques comme la défense, la Commission va exiger que leur stockage ait lieu dans des centres de données appartenant à des fournisseurs européens. Pour combler le retard européen en matière de stockage des données, l'exécutif bruxellois prévoit de tripler les capacités installées au cours des 5 à 7 prochaines années afin d'atteindre 60 gigawatts contre 12 aujourd'hui. Un investissement estimé à quelques 200 milliards d'euros, incombant essentiellement au secteur privé. Et enfin, pour optimiser le stockage, une mutualisation des capacités entre États membres est envisagée sous le label Eurocloud. Sur le volet intelligence artificielle, le texte cible 3 domaines prioritaires, la robotique, les applications industrielles et la course aux grands modèles génératifs, celle où s'affrontent ChatGPT, Gemini et leurs rivaux. L'ambition affichée, créer l'équivalent d'un CERN pour l'intelligence artificielle, un grand programme qui réunirait les meilleurs chercheurs européens autour des machines les plus puissantes, à l'image de ce que le CERN, le laboratoire de physique de Genève, a représenté pour la recherche nucléaire. Ces propositions vont être débattues au Conseil de l'Europe et au Parlement avant de revenir d'ici un an vers les États membres sur cette question. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Je regardais ce qu'a dit Arthur Mensch, qui est le cofondateur, comme vous le savez, et le dirigeant de Mistral, lorsqu'il a été auditionné au Parlement, et il a parlé de la souveraineté comme chemin. C'est une manière très polie de dire les choses. La souveraineté comme chemin, c'est lorsqu'on part d'à peu près rien. Et lorsqu'on a beaucoup essayé, puisque dès 2013, la Commission européenne avait déjà, en ce qui concerne le numérique, élaboré une stratégie et proposé que l'Union européenne rattrape son retard par rapport aux États-Unis. Donc, que s'est-il passé depuis 2013 ? Pas grand-chose, malgré un certain nombre de débats, de directives, comme celle inspirée par Thierry Breton en 2023 autour des puces, autour des semi-conducteurs. Et donc, la souveraineté comme chemin, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est à cause de Donald Trump, à cause de l'attitude de l'allié américain, sans doute que la détermination politique aujourd'hui est bien supérieure à ce qu'elle a pu être en 2013 ou en 2023. Donc c'est un moment, on pourrait le qualifier d'historique, où il y a de la détermination et il y a surtout la capacité entre les États membres de discuter de ces enjeux, d'une politique industrielle, d'une politique d'innovation, alors que vous le savez, jusqu'à présent, au fond, on avait deux camps, et la France était relativement isolée dans son camp, si je puis dire. Elle avait l'Allemagne avec elle, mais ça dépendait si l'Allemagne voulait faire valoir ses intérêts nationaux, et elle avait contre elle toute une série d'États de l'Union européenne qui ont une tradition d'économie libérale et qui ne souhaitaient pas, au fond, qu'on remette en cause une dépendance aux États-Unis qui, comme ça a été rappelé dans le sujet précédent, permettait de consommer aussi de manière extrêmement fluide et qui correspondait à une forme, à nos sociétés. Donc, la souveraineté comme chemin. Le deuxième point important, me semble-t-il, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes en situation d'asymétrie par rapport aux États-Unis, très fortement, et notamment depuis le Cloud Act de 2018, où, comme vous le savez, lors de son premier mandat, Donald Trump, dans ce Cloud Act, fait acter qu'au fond,
Lorsque vous remettez vos données à une entreprise américaine, y compris si vous le faites en France et dans l'Union européenne, ensuite, l'administration américaine peut avoir accès à l'ensemble de vos données. Et donc, ça signifie que nous sommes aujourd'hui non seulement dépendants en termes de production et en termes d'accès aux services des entreprises américaines, mais aussi que notre souveraineté, lorsqu'il s'agit de nos données, est entre les mains de Donald Trump. Et ça, c'est un point qui me semble important à dire. Alors, qu'est-ce qu'a, Philippe nous le rappelait, qu'est-ce qui a été annoncé mercredi par la Commission européenne, et notamment sa vice-présidente à l'innovation, la finlandaise, au fond, un espèce d'architecture extrêmement complexe où il y aura 4 niveaux. On part de l'administration et on va jusqu'à la défense. Et d'un niveau à l'autre, on monte en termes de stratégie et en termes, au fond, de protection par rapport à nos données et au fait que nous ne voulons plus dépendre des États-Unis. C'est une belle architecture théorique. C'est une architecture théorique qui, évidemment, se heurte à la réalité du fonctionnement de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que on élabore cette architecture, on en fait la communication et on sait déjà qu'avant qu'elle soit adoptée, qu'avant que la directive puisse être adoptée, il faudra plus d'1 an en termes de schéma institutionnel et on sait surtout que d'ici là, un certain nombre de pressions économiques vont avoir lieu, notamment du côté des Américains, et on connaît la façon dont Ursula von der Leyen, lorsqu'il s'agit de Realpolitik, elle l'avait fait l'année dernière, a une capacité aussi à courber les chines face à Donald Trump. Donc que peut-il se passer par rapport à cette belle architecture théorique qui a été dévoilée ? Une vraie volonté politique, mais certainement, je voulais le rappeler, moi j'ai travaillé, chacun fait un peu l'ancien combattant aujourd'hui, moi j'ai travaillé au début de ma carrière sur le dossier Airbus et sur les lanceurs de satellites Ariane. Et au fond, ce qui est important à rappeler, c'est que c'est pas la Commission européenne qui a la vraie capacité à créer une force européenne en matière d'intelligence artificielle. Qui peut le faire ? Les entreprises. Qui peut le faire ? Les États, s'ils subventionnent correctement les choses. C'est encore une fois le jeu d'acteurs dont je parlais tout à l'heure qui me semble essentiel. Et donc, c'est bien que la Commission ait fait cette annonce parce que ça montre une évolution de la position des États membres, mais ça ne signifie absolument pas que les choses vont se faire presse-bouton, comme on dit. Et donc, moi, ce qui me semble important, c'est de le voir comme un élément d'alerte et non pas un élément réellement politique, élément d'alerte qui doit amener les entreprises, les États et évidemment chacun d'entre nous à considérer que construire une souveraineté européenne sur ces sujets, c'est un chemin. Je termine, Philippe, avec un élément d'ouverture. Je voulais rappeler que le patron d'Anthropic, comme le pape, dans son encyclique Magnificat Humanitas, ont montré que l'intelligence artificielle, c'est essentiel, certes, mais qu'il faut aussi y adosser un raisonnement philosophique et pas seulement un raisonnement économique. Comment est-ce que l'Europe peut à la fois rattraper son retard, avoir un chemin de souveraineté, et par ailleurs ne pas oublier qu'elle est le berceau des Lumières et qu'elle doit pouvoir, en matière d'intelligence artificielle, en débattre, rappeler que l'intelligence, c'est d'abord humain et peut-être animal, mais en tout cas pas artificiel. Et tout cela me semble être aussi quelque chose à adosser à notre débat, pas seulement la croissance effrénée, sans trop savoir où nous allons. Aldous Huxley disait il y a 3 formes d'intelligence, l'intelligence humaine, l'intelligence animale et l'intelligence militaire. Je pense qu'on peut ajouter maintenant l'intelligence papale. Antoine Fouché. Oui, merci Philippe. Je vais prolonger ce qu'a dit Lucille en repartant de l'analyse de l'intelligence artificielle par Philippe Aghion, qui dit il ne faut pas le confondre avec les dernières inventions des dernières décennies, parce que l'intelligence artificielle, c'est une technologie de rupture. C'est-à-dire une technologie qui, la comparaison qui prend, c'est avec l'électricité, c'est-à-dire qui va transformer l'ensemble de la vie quotidienne et économique, et de sorte que même toutes les entreprises, même artisanales, même la boulangerie, la boucherie au coin de la rue, utiliseront l'intelligence artificielle comme elles ont fini par utiliser l'électricité. Une fois qu'on a posé ça, on voit bien qu'on peut pas se permettre d'être dépendant. Parce que si il y avait depuis l'extérieur la possibilité de couper l'électricité en France, on reviendrait quasiment à l'âge de pierre. Alors ensuite, l'intelligence artificielle, c'est 4 choses, et nous on sait faire 3 choses sur 4. C'est de l'énergie, on en a. C'est des ingénieurs, on en forme. C'est des data, on en a, et on en a plus que les autres, puisqu'on a produit sans doute plus de textes, de culture, d'analyse en Europe que sur aucun autre continent dans le monde depuis un millénaire. Mais c'est aussi, et c'est là où on pêche, pour le dire de façon très générique, le cloud, c'est-à-dire la capacité d'avoir un espace virtuel où on entraîne les modèles. Et là, on est complètement à la ramasse sur le cloud, parce que on n'a ni les espaces de stockage pour pouvoir entraîner les données. Ça a été dit, c'est 70 à 80% des Américains qui possèdent ça.
On a des modèles Mistral, mais en fait qui sont bien moins utilisés que tous les autres modèles qui sont des modèles américains ou chinois, même si les modèles chinois sont restent davantage en Chine, même si c'est en train de changer. Et puis surtout, on ne sait pas construire l'infrastructure qui permet d'avoir les data centers, qui permet d'avoir le cloud et les modèles, c'est-à-dire les semi-conducteurs. Et donc, en fait, l'analyse qu'a fait la vice-présidente à la souveraineté, de la Commission européenne à la souveraineté technologique me semble vraiment juste. C'est-à-dire, elle a dit, on paie des décennies de choix de suivre plutôt que de produire et de consommer plutôt que de produire. Et du coup, sur le cloud, on est vraiment dans une situation de dépendance totale. Et il y a 3 enjeux, me semble-t-il. L'enjeu le moins important, mais c'est un enjeu financier. Parce que, évidemment, comme on utilise tous le cloud, on utilise tous les services, comme dit là aussi la vice-présidente de la Commission, un iPhone ou un smartphone sans le cloud, c'est comme si vous le mettiez sur le mode avion. Essayez d'utiliser votre téléphone avec le mode avion, ça va pas aller très loin. Les Américains ont la possibilité de nous mettre tous sur mode avion avec ce que, encore une fois, la vice-présidente a appelé un kill switch, c'est-à-dire un bouton qui fait qu'on ne peut plus utiliser. Et du coup, on paye des services aux Américains qui ont été évalués à un peu moins de 300 milliards d'euros par an. Donc c'est 300 milliards d'euros qui partent aux États-Unis alors qu'ils pourraient nourrir l'économie européenne. Premier enjeu. Le deuxième enjeu, il est vraiment stratégique, c'est-à-dire que comme vous avez de l'intelligence artificielle partout, comme l'électricité depuis 1 siècle et demi ou 1 siècle, si on n'est pas capable nous-mêmes de sécuriser notre intelligence artificielle, on est dépendant absolument sur tous les enjeux stratégiques et notamment la sécurité, ou la possibilité, depuis l'extérieur, en cas de conflit, de réduire à néant nos capacités de production, de communication et de défense. Et puis le troisième enjeu, me semble-t-il, il est encore plus important que financier et stratégique, il est existentiel, parce que si on reprend la discussion que vous avez eue la semaine dernière dans le Nouvel Esprit Public sur l'encyclique du pape, le pape dit on a le choix entre construire Babel ou une nouvelle Jérusalem. Mais pour l'instant, nous, Européens, on n'a aucun choix du tout. Parce que comme c'est pas nous qui maîtrisons la technologie, le choix, ce sera les Américains ou les Chinois qui le feront et nous, on suivra. Parce qu'on n'a pas la capacité technologique d'être libre. Et donc, me semble-t-il, c'est ça l'enjeu le plus important, c'est retrouver notre indépendance en matière technologique de façon à ce que nous gardions les milliards d'euros en Europe pour les salariés et les travailleurs européens, qu'on garde notre capacité de défense et que surtout on soit libre de choisir nous-mêmes entre Jérusalem et Babel. Nicolas Bavrez. On l'a dit, le métaverse, c'était une fausse révolution. L'IA, c'est une vraie révolution et elle touche tous les secteurs, elle va très vite et évidemment, elle a aussi des conséquences anthropologiques qui sont très importantes. Aujourd'hui, elle accélère spectaculairement. Donc, la Big Tech, cette année, aux États-Unis, va lever 750 milliards de dollars et on voit que la compétition entre la Chine et les États-Unis est féroce. Quand on regarde sous les guerres commerciales, financières, le dollar, on trouve toujours la technologie et la bataille pour l'IA. Et de fait, entre ces deux empires, l'Europe, pour l'instant, est totalement désarmée. Donc, les États-Unis, c'est 70% du cloud, 80% du marché des data centers, 83% des productions et services numériques utilisés en Europe, et donc les 260 milliards qui sont versés chaque année aux États-Unis pour cela, avec derrière donc 3 problèmes fondamentaux. D'abord, c'est un capitalisme d'oligarques, un capitalisme de prédation, et le modèle des hommes forts trumpiens, on le voit appliqué maintenant à la Big Tech avec comme figure Musk. Deuxièmement, il y a une vraie vassalisation économique, technologique et une perte de substance, puisque nous allons fournir à bas prix notre électricité décarbonée, notre eau, notre espace pour des gens qui vont capter la valeur et les emplois. Et puis ensuite, il y a un vrai problème de sécurité. C'est ce qu'on appelle le kill switch qui a été évoqué. C'est, l'effet F-35, c'est-à-dire que
il n'y a pas un F-35 en dehors d'Israël qui peut décoller dans le monde sans l'autorisation des États-Unis et le code. Ce qui veut dire que quand les Danois voudront en faire décoller un vers le Groenland, les avions resteront à Copenhague. Et c'est la même chose qui peut être appliquée aujourd'hui à tous ces services numériques. Donc c'est une situation qui est effectivement insoutenable et qui marque l'échec stratégique complet de l'Europe, qui a été de penser qu'on pouvait être le régulateur d'un système sans produire ni innover. Et ça, l'échec, il est avéré avec tous les plans qui ont été faits jusqu'à présent, le Chips Act et puis et tout ce genre de choses. Donc là, on a clairement une prise de conscience avec donc ce qui a été dit sur le stockage des données, la production de semi-conducteurs et puis les logiciels en open source. C'est évidemment positif, mais on peut avoir des grands doutes s'il n'y a pas une vraie remise en cause. Et je crois que derrière, c'est ce qui a été rappelé, c'est-à-dire que c'est positif si on le fait. Pour le faire, il faut appliquer les conclusions du rapport Draghi, c'est-à-dire rebasculer le modèle européen sur compétitivité, souveraineté, sécurité. Et Ursula von der Leyen en est très loin. Dernier mot, mais très rapide. On a parlé de Léon XIV à juste titre. Moi, je voulais vous rappeler Bernanos, La France contre les robots. Ça date de 1947 et tout est dit. Et voilà sa conclusion. Obéissance et irresponsabilité, voilà les deux mots magiques qui ouvriront demain le paradis de la civilisation des machines. Et donc, Bernanos n'était pas du tout... Terminons sur cette magnifique citation de Bernanos. Bernanos n'était pas contre les machines. Merci, Je rappelle Nicolas. qu'il avait été pilote dans l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il n'est pas contre le progrès. Mais ce qui est très important, c'est effectivement de faire de l'IA européenne qui ne soit pas placée sous le signe de l'obéissance et de l'irresponsabilité. Je vois que l'obéissance et la responsabilité sont difficiles à obtenir des gens derrière cette table. Jean-Louis Bourlange, merci d'être bref. Oui, moi je suis d'être irresponsable, bref. indiscipliné par nature, donc je vais donc essayer de forcer cette nature. Oui, c'est le deuxième sujet que j'ignore. Donc, je m'avance les yeux bandés, même pas besoin d'avoir les yeux bandés pour ne rien voir ni rien comprendre. Mais grâce au ciel, je parle en dernier, donc maintenant j'ai écouté tout ce qu'ont dit mes camarades et émerge une petite lueur au fond de ma nuit. Non, je crois que c'est un problème absolument massif. Et je dirais que effectivement, vous avez très bien cerné les choses. C'est quelque chose, notre dépendance et notre retard en matière non seulement d'IA, parce que c'est pas seulement l'IA, c'est l'ensemble, c'est le cloud, c'est l'ensemble du numérique, est quelque chose d'absolument terrifiant. C'est, vous l'avez dit, c'est d'abord un contrôle direct, policier, sur notre vie quotidienne et notre vie collective. On a le syndrome de Nicolas Guillou, qui était ce juge à la Cour pénale internationale, qui ayant exercé son métier, on peut être d'accord ou pas avec les sentences qu'il a contribué à faire prendre, s'est retrouvé dans l'incapacité de faire le plein pour sa voiture, de payer un déjeuner, de payer un billet d'avion, parce que les Américains ont jeté une fatwa sur ces cartes. Les 3 cartes, Visa, Mastercard et American Express, étant contrôlées, in fine, par les Américains. Donc on a là, à mon avis, c'était maladroit, parce que s'il y a quelque chose qui provoque un peu le réveil, c'est ce sentiment évident. Mais d'une façon collective, on a 2 exemples contradictoires, d'ailleurs, mais très intéressants. C'est le rôle d'Elon Musk, qui aura cassé une offensive ukrainienne sur la mer Noire au début de la guerre d'Ukraine, où les Ukrainiens étaient bien partis pour liquider à peu près la moitié de la flotte qui était située en mer Noire. Il a levé comment s'appelle son truc là, la possibilité, le réseau d'information. Comment? Starlink, oui. Starlink. Oui, bon. Et deuxièmement, à l'inverse,
il a fait exactement la même chose avec les Russes. C'est-à-dire qu'il a sorti, il a dit ah non, Russes, pour des raisons précises, les Russes ne faisaient pas les choses, donc voilà. Donc, première grande dépendance. Deuxième grande dépendance, une dépendance économique et financière, vous l'avez signalé, il y a de la pépette et elle va ailleurs. J'insiste pas parce qu'on me dit d'être bref. Mais mes camarades ont dit tout ce qu'il fallait. Troisième dépendance, c'est peut-être la plus fondamentale à terme, mais c'est pas la plus immédiate. Mais c'est les valeurs, le logiciel, la façon de vivre, de penser, de réfléchir et d'agir. Le contrôle des data, le contrôle des données par des entreprises américaines et qui sont en plus qui professent officiellement une philosophie radicalement différente de la nôtre. Je vous renvoie à Thiel et à d'autres personnes qui ont une vision de l'homme, de la place de l'homme dans la société, qui n'est absolument pas la nôtre. Donc on est dans un système qui est effrayant. Alors la question qui est posée, c'est pourquoi nous réagissons si peu. Car d'abord, la première chose qu'il faut voir, c'est que cette dépendance, elle est récente. Il y a, au début du siècle, je me rappelle, j'étais rapporteur du budget de l'Union européenne à ce moment-là, on a vu la réunion de Lisbonne où on avait dit, l'Europe, ça sera la première puissance cognitive du monde. Tu parles. Ça a été le début d'une décadence, on s'est focalisé sur des trucs sans intérêt, comme la Constitution, des tas de choses complètement idiotes sur la construction européenne, et on a manqué cette affaire essentielle qui était la nécessité de se mobiliser. La deuxième chose, c'est le projet européen. Mes camarades l'ont dit, c'est le privilège pour la consommation par rapport à la production. Moins c'est cher, mieux c'est. Et peu importe qui produit et comment on produit, pourvu que ce ne soit pas cher. Ça, c'est moins cher à court terme, mais c'est comme tout ce qui est gratuit, c'est plus cher à long terme. Bon, et troisièmement, c'est quand même la dépendance psychologique et sécuritaire américaine. Il y a des pays qui ont peur de dire leur fête à Trump, même si Trump fait tout ce qu'il peut depuis qu'il est arrivé pour dire qu'il ne pense pas comme nous, qu'il ne nous veut pas de bien, qu'il ne nous protégera pas, qu'il s'opposera aux exportations venues d'Europe. Il a vraiment fait la totale sur ce plan-là. Bon, eh bien malgré tout, il y a des gens qui ont l'esprit du secrétaire général de l'OTAN et qui continuent d'appeler Trump papa, ce qui prouve qu'il y a quand même des pauvres gens qui sont abusés par leur père. Et là, la dernière chose, c'est l'absence de lien. Ce que fait il faut s'intéresser à ce que dit un Finlandais ou une Finlandaise pour une raison très simple, c'est qu'il parle très peu. Et quand les Finlandais ne parlent pas, au bout de 10 minutes, ils vous disent oui ou non. C'est le contraire de moi, vous voyez. Prenez-le. Eh bien là, elle s'est mise à parler et elle a dit des choses, mais la construction dont, je crois, Lucie a évoqué la complexité, elle s'explique par le fait qu'elle sait très bien à qui elle a affaire. Et elle a affaire à des États, et elle a affaire à des États qui sont séparés, qui ne mettent pas en commun et qui mettent du temps à faire quoi que ce soit. Donc, au bout du compte, est-ce que derrière ces États, il y a ou il n'y a pas une mobilisation potentielle des Européens? J'avoue être extrêmement inquiet, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste, je suis, comme disait le regretté ambassadeur Chauvel, à qui on posait la question, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Il avait pris son inspiration, il avait répondu, je suis préoccupé. Eh bien, moi, je suis préoccupé parce que je ne sens pas, dans les pays européens, dans les États européens, la volonté d'abord de changer vraiment de logiciel, de mettre les moyens économiques. Je n'ai pas parlé du rapport L'État et du rapport Draghi, la lenteur à mise en œuvre de tout ça. Je ne sens pas cette volonté, et c'est pas les contestataires à droite et à gauche qui inspirent cette volonté. Je ne sens pas cette volonté d'aller vite, d'aller fort et d'être à la hauteur. Je pense que l'Europe est en train de dériver lentement vers la non-existence géopolitique. Comme disait l'autre. Lentement, non, vite. Vous êtes assez fatigué, vous avez assez fatigué le trône et la pairie pour vous asseoir désormais sur vos prédictions inutiles. Les avertissements dédaignés. Je vous remercie et je vous propose de passer à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en recommandant
ardemment le film d'Agnès Jaoui qui s'intitule L'objet du délit. Ça se passe, comme vous savez, dans une troupe d'opéra, et dans cette micro-société que peut être une troupe d'opéra en pleine répétition des Noces de Figaro, où chacun est loin de son domicile, de ses habitudes ordinaires, dans cette micro-société, tous les conflits entre les sexes, entre les âges, entre les milieux s'exacerbent, la mauvaise foi tient le haut du pavé et l'indignation est un long torrent tumultueux lorsque vient le moment où le baryton qui chante le conte Almaviva est accusé d'avoir posé la main un peu trop bas sur le torse de Suzanne. C'est dans le livret, soutiennent les plus anciens. Est-ce conforme aux nouvelles directives du ministère, se demande le régisseur. C'est une agression sexuelle, clame la jeune chanteuse qui interprète Chérubin, tandis que la metteuse en scène venue du monde de la mode, ou plutôt de la fashion, soutient que Mozart était contre le patriarcat. La comtesse et doyenne des chanteuses, incarnée par Agnès Jaoui, n'est pas dupe de grand-chose et regarde d'abord avec étonnement, puis avec malice et enfin avec inquiétude toutes ces personnes qui prennent leurs opinions pour des jugements et rêvent de s'abandonner à l'important plaisir de punir ou de s'accorder un totem d'immunité. Ces efforts pour faire baisser la tension n'aboutissent qu'à la faire accuser par toutes les parties en présence de faire le jeu de leurs adversaires. On se réunit, on vote, on exige, on insulte, on exclut. Les Noces de Figaro seront-elles ou non représentées? Faut-il craindre le pire? Ou peut-on espérer qu'au bout d'un moment, la musique ait une influence sur les mœurs? Pendant tout l'heure et demie que j'ai passé à regarder cette comédie, parce que c'est une comédie, et c'est la première réussite de ce film, d'être drôle, d'être une comédie riche de personnages et d'observations. Et la seconde réussite, c'est d'oser être une comédie sur un sujet aussi explosif que le monde après MeToo. Et la troisième réussite, c'est d'y réussir avec panache et pied de nez aux intégristes et aux fauderches. Donc, en regardant cette comédie, je me suis souvenu des répétitions des Noces de Figaro à la Scala de Milan, auxquelles Riccardo Muti m'avait permis d'assister. Et une fin d'après-midi, autour d'un café réparateur, j'ai demandé au maestro quel était pour lui le personnage le plus important de cet opéra. « Il n'y en a pas », me dit-il. « Le personnage le plus important des Noces de Figaro, c'est le Perdono du dernier acte. » Et j'ajouterai, comme le montre l'objet du délit, c'est aussi le personnage le plus fragile. Nicolas Bavrez. Les répétitions du Nouvel Esprit Public ne sont rien. Plus exactement, c'est celles des Noces de Figaro qui ne sont rien à côté des répétitions du Nouvel Esprit Public. Je tiens à le rappeler. Moi, je voulais rendre hommage à Marianne Satrapi. Elle s'est donné la mort à 56 ans de désespoir à la suite de la disparition de son mari, mais peut-être aussi de la situation de l'Iran. C'était une femme avec des talents extraordinaires, autant en matière d'art graphique, de bande dessinée, de peinture, mais aussi de cinéma. Et surtout, je pense que Persepolis, avec Maus de Spiegelman, c'est sans doute une des plus grandes bandes dessinées qui a réussi à faire le lien entre l'intime, l'histoire, et puis la politique, et puis la grande histoire. Et ça, dans ces temps compliqués, ça rappelle aussi ce qu'avait dit Solzhenitsyn, c'est qu'au bout du bout, dans des périodes compliquées, face à des empires autoritaires, ce qui fait vraiment la décision, au fond, c'est la capacité de résistance intérieure à l'oppression. Et Marianne Satrapi, elle l'avait, et elle avait fait partager à la fois son amour, sa connaissance de l'Iran à beaucoup d'entre nous grâce à cette œuvre extraordinaire. Jean-Louis Bourlange. Oui. Oui, je suis tout à fait sensible, moi aussi, comme chacun de nous, à ce qu'a dit Nicolas. Pour un mot, je parlais pour Agnès Jaoui, je crois qu'il y avait quand même, elle avait fait avec Bakri quelque chose qui était dans le même esprit, qui était le goût des autres, centré aussi sur une représentation et avec le même courage, c'est-à-dire celui de s'en prendre. Et la même finesse. Oui, et c'est vraiment quelqu'un de tout à fait appréciable par les temps qui courent. Alors moi, je voulais simplement, j'ai lu un livre qui est paru chez Taillandier, l'année dernière, qui est écrit par Emmanuel Rondeau, qui était le petit-fils d'un des trois frères d'Astier de la Vigerie. Et c'est un livre qui présente
une sorte de biographie générale des 3 frères d'Astier de la Vigerie, qui ont quand même une caractéristique qui est assez rare, il faut le reconnaître, c'est d'être tous les 3 compagnons de la Libération. Et c'est une analyse. Alors c'est assez fascinant de voir cette fratrie très très différente. Henri est d'origine Action française. C'est lui qui va d'ailleurs jouer un rôle très important. D'abord, il joue un rôle très important pour aider les Américains à réaliser l'opération Torche et à débarquer en Amérique du Nord. Il joue un rôle plus compliqué, mais avec le comte de Paris, il aimerait bien nommer le comte de Paris chef d'État et le général de Gaulle Premier ministre. C'est pas simple, mais surtout, il organise avec Bonnier de la Chapelle, le jeune Bonnier de la Chapelle, qui est un garçon sympathique, l'exécution. Je crois qu'il faut parler d'exécution et pas de meurtre de ce traître absolu qui était l'amiral Darlan. Le deuxième était général d'aviation, François, héros de la Première Guerre mondiale, lui aussi absolument une guerre extraordinaire. Et le troisième, Emmanuel, que la Couture qualifiait de grand hérétique du gaullisme, a été ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire et ensuite a un peu dérivé vers l'extrême gauche, même descendu des liens un peu trop étroits avec l'Union soviétique. Mais ces 3 personnages sont saisis par ce petit-fils, et là, quand on voit d'où ils viennent, ce sont des aristocrates un peu de droite, un peu déjantés, on voit une chose qui est absolument essentielle, c'est que la France libre, c'était d'abord une réunion de moutons à 5 pattes. C'est ce qu'on voit aussi dans le film, dont je n'ai pas parlé, mais qui est la première partie du film sur De Gaulle. Ne vous laissez pas tromper par les bandes annonces. Elles sont grotesques, absolument. Elles font de ce film une espèce de film à grand spectacle qui n'est absolument pas, avec une musique pour laquelle il faudrait recréer le bagne pour son compositeur, alors qu'au contraire, tout le film montre précisément ce que vient de dire Jean-Louis, c'est-à-dire à quel point les gens qui ont amorcé la résistance étaient tous d'abord des individus et ensuite des gens seuls. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais recommander la lecture du dernier livre d'Arundhati Roy, Mon refuge et mon orage. Le titre original, c'est Mother Mary Comes to Me, puisque c'est un livre sur elle à partir de sa mère. Sa mère s'appelait Mary. Au fond, c'est un livre qui montre comment être une femme libre, c'est sans doute se libérer, on le savait, de sa mère, mais en tout cas, c'est une analyse très fine sur la manière dont avoir une mère admirable sur le plan politique et nulle sur le plan intime et maternel est une grande force pour cette femme, et comment, à travers ce parcours qui va la mener du Kerala à New Delhi pour devenir architecte à 16 ans, puis actrice, scénariste, et surtout, à un moment se dire que sa vie sera celle de l'écriture, pas seulement le romanesque, mais aussi l'essai. Je voudrais rappeler que Arundhati Roy est une personne qui a beaucoup écrit d'essais politiques. Comment l'écriture peut, au fond, créer toutes les conditions d'être une femme libre dans ce pays d'Inde, mais c'est au fond un combat universel autour notamment de la relation avec les hommes, autour du fait d'avoir ou pas des enfants, mais surtout autour du fait de lutter de lutter contre la pauvreté, de lutter pour permettre l'émancipation et la liberté politique dans ce pays. C'est un livre très très beau sur le plan littéraire, mais aussi qui est porté par un élan politique et un élan visionnaire qui nous éloigne vraiment de l'intelligence artificielle pour nous replonger dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'intelligence romanesque, humaine, littéraire, et qui nous rappelle aussi qu'il faut regarder ailleurs, chez les plus démunis, comme le dit le pape. Antoine Fouché. J'ai pas vu le film d'Agnès Jaoui, mais je vais y aller. Mais ça m'a fait penser, c'est pas du tout là-dessus que j'avais prévu de faire ma brève, mais au fait que la mise en scène des Noces de Figaro par Giorgio Strehler, qui a duré 50 ans à l'Opéra de Paris, plus que ça. Elle est sur YouTube. On peut la voir, et c'est absolument magnifique, même si on la voit sur écran, donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans une salle d'opéra. La joie, l'énergie, la légèreté qu'il y a dans cet opéra, c'est José Van Damme qui chante Figaro, c'est Gabriel Baquet qui chante Le Comte, et c'est
Bon, en tout cas, moi, ça me fait à chaque fois la même chose que je regarde en entier ou des extraits. Ça redonne un enthousiasme, une joie de vivre absolument formidable et qui, je pense, par rapport au film, peut-être une fois qu'on l'a vu, les travers dans lesquels on peut se déchirer aujourd'hui sur les Noces de Figaro. Et je trouve que la dernière mise en scène des Noces de Figaro, qui a remplacé celle de Strehler, n'échappe pas à ça. C'est-à-dire qu'elle est absolument catastrophique et dogmatique, celle qu'il y a en ce moment à l'Opéra de Paris. Mais regarder des extraits de la mise en scène de Strehler, c'est absolument, je trouve, se replonger dans le génie de la légèreté de Mozart. Merci de cette excellente brève en soutien d'Agnès Jaoui. Merci à Sophie Jacquin. Je voudrais juste ajouter d'ailleurs que la mise en scène de Strehler, je l'ai vue pour la première fois à Versailles, à l'Opéra Gabriel, donc 700 places, encore, bon, même pas, je suis même pas sûr. Puis, elle est passée à l'Opéra Garnier, je me suis dit, elle ne supportera pas la surdimension de l'une par rapport à l'autre. Elle a parfaitement résisté. Et elle est ensuite passée à la Bastille, où j'ai dit, là, ils sont complètement fous de faire une chose pareille. Pas du tout. Elle a magnifiquement survécu. Elle n'a rien perdu à passer de Gabriel à Garnier et de Garnier à Bastille. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium. Merci à Michael Fristo et à Fabrice Gros qui ont assuré l'enregistrement de notre conversation. Merci à l'École alsacienne qui nous a accueillis et merci à Nouvelles Écoutes qui nous produit. Rendez-vous donc mercredi pour l'enregistrement des échanges que nous allons avoir avec le public venu à l'École alsacienne.